C'est aussi pour ça que je l'ai fait et que je me suis battu pour y être, parce qu'au départ, on m'avait refusé dans cette émission. Ah bon? Et au final, je gagne, en fait, la catégorie des 20-25 ans, et je suis passé sur un podium. J'ai d'ailleurs encore le truc du journal, je passais dans le journal. Au débarrage, j'en avais 4-5 à payer. Des fois, je me retrouvais sur le compte bancaire de ma société à moins de 15 000 euros, et le lendemain, je devais les payer. Et en fait... Fabio, merci à toi d'être venu aujourd'hui. Attends, question, avant que je me trompe. Comment on prononce ton prénom? Silem. C'est Silem, ok, Ouais, ça va. c'est ça. J'étais pas sûr. Parfait. Merci à toi d'être venu. Merci de t'être déplacé aujourd'hui. Aujourd'hui, je te reçois donc dans le podcast parce que je t'ai vu passer dans l'émission, je pense, comme des millions de Français. T'as fait pas mal de bruit, t'en fais encore pas mal sur les réseaux en ce moment. Là, j'ai regardé ce matin dans le train en venant. Présente-toi. Merci Silem pour l'invitation. Je m'appelle Fabio Koupas, j'ai 21 ans, je suis donc entrepreneur. J'ai créé le groupe Koupas il y a quelques mois, où il y a à l'intérieur Coming Gaia, une application digitale qui met en relation les jardiniers et les particuliers qui ont un jardin en France, et Koupas Jardin, une société dans l'aménagement paysager avec une équipe qui est capable de créer le jardin de vos rêves. Et moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat à l'âge de 15 ans officieusement et à l'âge de 18 ans officiellement, on va dire. Ok. Et là, je continue dans cette belle aventure. Ok. Ça marche très bien. Merci Fabio. On va reprendre un peu en détail, un peu différentes parties de ta vie, justement. Il y a certains points que tu as abordés, peut-être que tu as plus développé, mais ça a été coupé au montage dans l'émission. Tu parlais de ton enfance. Je pense, avec l'approche que j'ai peut-être de la prépa mentale, beaucoup de choses partent d'ici. Qu'est-ce qui t'a mené à ce parcours à 21 ans? À l'âge de 15 ans, je suis parti de chez mes parents parce que j'étais violent, je me sentais pas bien et j'avais besoin de partir pour me faire violence, justement, et pour essayer de changer parce que j'étais en train de devenir la personne que je ne voulais surtout pas devenir. Donc je suis parti et en fait ça m'a permis de me faire violence, c'est le mot, et j'ai été dans des moments très solitaires. Je me suis retrouvé un peu à part de toutes les personnes qui étaient autour de moi, donc... ça m'a permis vraiment dans un sens, j'ai souffert, mais dans un autre sens, ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître. Et derrière, par la suite, c'est ce qui m'a permis, c'est toutes ces galères, tous ces obstacles que j'ai dû subir pendant, 3-4 ans, qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, d'avoir cette maturité, d'avoir cette mentalité, donc maintenant, je pense que c'est une chance, mais c'est vrai que en partant à 15 ans, je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, j'ai sombré, j'ai côtoyé des personnes néfastes, des gens, c'était des voyous, c'était un peu n'importe quoi. Et j'essayais toujours de rester positif, même si c'était pas parti pour une belle réussite, mais de rester positif, et j'étais vraiment un caméléon en fait, vraiment, c'est-à-dire que quand j'allais dans un milieu de drogués, je devenais vraiment comme eux, quand j'allais dans un milieu un peu de voyous, je devenais un peu le meilleur, le mec le plus respecté, tu vois, j'essayais vraiment et j'affrontais mes peurs tous les jours. En fait, moi, ce qui m'a vraiment permis de entre guillemets réussir maintenant dans le business, c'est que moi, depuis que je suis jeune, tous les jours, j'affronte mes peurs. Toutes mes peurs. C'est-à-dire que moi, je suis, au départ, un mec vraiment fragile, quoi, presque. C'est vraiment, j'avais peur de tout. Je stressais tous les jours. J'avais une boule au ventre quand je me levais le matin. Je savais pas où je devais aller, comment je devais faire, comment parler, Et donc tous les jours, j'ai affronté mes peurs. Je commençais par me battre, ensuite par prendre la parole quand il le fallait, par défendre certaines personnes, par régler des problèmes qui me faisaient vraiment peur. Vraiment tous les jours, j'ai affronté mes peurs. Et ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Ok, hyper intéressant. Tu nous as parlé un peu des obstacles, mais on y reviendra juste après. Là, j'ai juste une question sur ce que tu viens de nous partager. C'est hyper intéressant. Tu nous parles des peurs. La peur, il y a plusieurs manières d'y réagir, mais on va dire que d'une manière générale, quand tu as peur, ça te paralyse. T'as pas envie d'y aller parce que c'est pas confortable du tout. Et il y a une petite partie de la population qui passe malgré tout à l'action. Comment tu décrirais ça? Comment ça se fait que, justement, au départ, t'es plutôt quelqu'un de fragile, comme tu le dis, mais malgré tout, tu passes quand même à l'action malgré ta peur? Mais ce qui est fou, c'est que maintenant je le fais parce que je sais que c'est développement personnel. On a besoin de ça pour se forger, pour avancer. Mais à l'époque, je le savais pas. C'était pas du développement personnel. C'était plutôt de l'inné, de l'intuition. Où en fait, je me disais, je suis obligé de toute façon parce que j'ai pas le choix en fait. Et j'ai toujours ce truc où tu regardes un film, t'as toujours les héros dans un film. Ouais. Les mecs vraiment forts, vraiment puissants, ils sont solitaires, ils galèrent, ils souffrent. Et je me suis dit qu'il fallait que je souffre ou qu'il fallait que ça soit dur pour que je puisse croire en ma réussite, tu vois, et que je puisse être légitime de réussir.
Donc en fait, je me forçais même, je m'auto-détruisais, je pense parce que j'en avais besoin pour être légitime aussi. Ok, très bien, super. Énorme, sacré parcours. Et donc là, tu nous parlais des obstacles un peu justement depuis tes 15 ans. Quels obstacles t'as affronté ou t'as eu du mal, t'as eu des doutes là pour en arriver là où t'en es aujourd'hui? Il y en a eu plein, mais la drogue, l'alcool, il a fallu arrêter. J'ai eu plein d'accidents de voiture où j'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai failli partir en prison. J'étais un grand sportif et puis après j'ai arrêté le sport parce que le travail a pris le dessus et les conneries ont pris le dessus. Tu vois, moi, à un moment, pendant 2-3 ans, je dormais 3 heures par nuit, j'avais vraiment une double vie. C'est ce que j'ai dit dans Qui veut être mon associé, mais c'est réel, quoi, vraiment. C'est-à-dire que je travaillais 7 jours sur 7 en tant qu'apprenti jardinier paysagiste, donc un métier physique. Et le soir, je faisais des conneries, je sortais, je gagnais de l'argent autrement. Et je dormais 3 heures par nuit, c'est-à-dire que j'avais une vie hyper intense. Parce que je me disais même, j'ai pas le droit de dormir plus, tu vois, j'ai cette responsabilité, je dois faire plus, toujours plus. Et tu vois, c'est pour ça que des fois même j'ai eu des accidents au travail, je me suis coupé la jambe avec une tronçonneuse, tu vois. Okay. C'était vraiment parce que j'étais fatigué à force de... Ok. Voilà le genre de petites difficultés. Ouais, ça marche. Et donc tu te lances officiellement à partir de quel âge? Parce que tu nous dis que tu commences officieusement à travailler à partir de 15 ans. À l'âge légal, comment ça se passe? Donc j'apprends que pour monter une entreprise, il faut avoir 18 ans. Ouais. Et donc moi je suis au lycée à cette époque-là, donc je fais n'importe quoi, j'y vais 2 jours par semaine. Enfin, j'ai toujours mon téléphone parce que je fais un peu du business au lycée, j'essaie de gagner de l'argent encore là-bas. Enfin, c'est n'importe quoi vraiment. Et donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai coupé, j'ai arrêté l'école avant même d'obtenir mon bac pro et j'ai lancé ma boîte directement où j'avais déjà quelques clients parce qu'en fait je travaillais un peu au black le week-end. Tu vois, moi quand je faisais des soirées avec mes collègues, quand je sortais, en fait je m'amusais jamais, j'étais trop pragmatique, tu vois, donc je voulais absolument que ça m'apporte à moi et je disais à tout le monde venez on va distribuer des flyers, tu vois, donc on était 10-15 et on passait des après-midi à distribuer des flyers. Ensuite moi j'appelais les clients, enfin j'essayais de faire comme je pouvais parce que j'étais pas un bon commercial à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis lancé à 18 ans et petit à petit après j'ai emmagasiné plusieurs clients, j'ai commencé à... Enfin, avant ça, en fait, c'est là où j'ai eu le déclic, où vraiment tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire que j'ai coupé avec ma famille, j'ai arrêté avec mon ancien environnement néfaste, où je me suis même battu avec certains d'entre eux parce qu'ils veulent te tirer vers eux et ils te laissent pas sortir de cet environnement. Ouais. Et je me suis mis à lire, tu vois, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool, je me suis mis à écouter des vidéos, des podcasts, Bernard Tapie à l'époque. Tu vois, et c'est ce qui m'a permis de me dire, putain, mais en fait, oui, j'ai toujours été un entrepreneur, mais je m'en rendais pas compte, tu vois, vraiment, c'est ça. Et je me souviens de, je sais pas, ça a dû commencer à 10-11 ans. Tous les jours, je me levais avec une boule au ventre, c'est ce que je te disais. Et tous les jours, je me répétais, le jour où je trouve enfin ce qui peut me plaire, le jour où je peux trouver ma passion, là où je peux être bon, je le lâcherai jamais. Tu vois, je me faisais cette promesse. Parce que je voulais me rappeler que j'avais vraiment eu du mal à cause de ça. Et que le jour où je trouve ça, je le lâche pas. Et pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai pas de passion dans un domaine spécifique. C'est l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la vie. Tu vois, ça résume toutes les facettes d'une vie, de ma vie en tout cas. Les risques, l'adrénaline, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment envie de tout lâcher, de couper avec tout ce qui était autour de moi pour me mettre à 100% dans l'entrepreneuriat. Ok, très bien. Et donc là, tu commences à 17 ans, tu dis que t'es pas très scolaire. C'est ça, tu te reconnais peut-être pas forcément dans le système éducatif classique et tu commences tu t'entames directement ton chemin dans le domaine paysagiste, espace vert ou... Ouais, tout à fait. À 15 ans, je me suis directement lancé dans l'aménagement paysager en tant qu'apprenti pour gagner de l'argent. C'est là, avec mon premier salaire, que j'ai acheté la caravane, du coup. Et donc, j'ai continué là-dedans. Au début, ça me plaisait pas, mais j'ai rencontré un chef d'équipe, en fait, qui m'a transmis la valeur du travail et la passion du métier. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre en fait que le travail c'était incroyable. Okay. C'est dans le travail qu'on s'épanouit, c'est dans le travail qu'on trouve du sens et c'est dans le travail qu'on s'accomplit. En tout cas moi c'est le travail qui m'a littéralement sauvé quoi, tu vois. Donc c'est un peu aussi grâce à lui. Et oui après j'ai continué dans l'aménagement paysager même si c'était pas forcément en réalité ce qui me plaisait. Tu vois c'était pas au départ c'était pas du tout même ce qui me plaisait. J'ai commencé à apprécier ça et je me suis dit bon maintenant que je suis là-dedans, je vais y rester. Je vais pas perdre de temps à essayer de chercher un autre domaine ou j'arrête de réfléchir et je fonce dans l'aménagement paysager et je fracasse tout dans cette branche et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok, super. Je reviens là sur une partie de ton enfance. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait que tu t'extirpes un peu du milieu dans lequel tu étais, que tu as identifié que c'était néfaste pour toi. Comment
t'en viens à identifier ça? Parce que 15 ans, c'est quand même jeune. On sait, quand on grandit dans un environnement qui nous est néfaste, on s'en rend pas forcément toujours compte. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, et je trouve que cette phrase est vraie, mais on y reviendra tout à l'heure. Là, tu te rends compte que tu pourras pas t'en sortir entouré de personnes qui te sont néfastes. Comment tu identifies ça à 15 ans? Quand je suis parti de chez mes parents, tu veux dire? Bah, c'est presque moi qui étais plus néfaste que mon entourage, hein. C'était vraiment, c'était moi qui étais vraiment en train de devenir violent. Enfin, je devenais méchant, Ok. Vraiment. Mais tu vois, en fait, le pire, c'est que j'ai toujours été conscient de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que même quand je suis tombé dans la drogue, l'alcool, même quand j'ai commencé à faire vraiment des conneries, que j'ai failli mourir plusieurs fois, que je me détruisais, tu vois, j'étais conscient de tout. Et je me disais, en fait, je me disais, j'ai pas le choix. Tu vois, je suis là-dedans, je suis dans ce cycle, bah, c'est terminé, je dois continuer à y être. Mais je savais qu'un jour, j'allais en sortir, tu vois, j'étais conscient de ça. Ok. Donc c'est vrai que moi, vu que j'étais conscient que j'étais violent, méchant, que je devenais la personne que je voulais pas être, je me suis dit, bon, mais t'en es conscient, mais pars, quoi. Enfin, prends tes responsabilités et pars. Ok. Ça marche. Super. Franchement, c'est hyper inspirant, là, ce parcours. Encore une fois, je reviens dessus. Donc, à 18 ans, tu te lances, tu commences à recruter directement. Tu vois que tu pourras pas aller très vite seul. Comment ça se passe? Ouais, à 18 ans, j'essaye de recruter. Je recrute une première personne, Quentin, qui m'a rejoint au départ, qui m'a fait confiance quand j'avais rien. Et il était un peu, pas déboussolé, mais voilà, il savait pas trop ce qu'il devait faire, où il devait aller, un peu comme moi au départ. Et c'est ce qui m'a plu, moi, en fait. C'est-à-dire que ça me plaît d'avoir une personne qui sait pas trop et justement la rendre meilleure, tu vois, la faire performer. Et donc il est venu avec moi et c'est devenu une véritable machine de guerre. Mais vraiment, on travaillait tous les deux à fond, on s'est même fait une promesse. On se disait dans 3 ans, on se laisse 3 ans pour tout exploser, pour montrer de quoi on est capable, tu vois, pour prouver aux gens, pour nous prouver à nous-mêmes qu'on peut y arriver, qu'on peut faire de grandes choses. Et c'est avec lui que j'ai démarré. Et puis ensuite, ouais, j'ai embauché d'autres personnes. Mais tu vois, dans mon recrutement, j'ai eu plein de soucis, hein. Comme le fait que j'avais confiance en personne, tu sais, parce qu'avec tout ce qui s'était passé, les gens que je côtoyais, vraiment un milieu pourri où tu peux faire confiance en personne et vaut mieux se créer une grosse carapace. Ben, en fait, je faisais confiance en personne. Et ça fonctionnait pas dans le recrutement. En fait, si tu fais pas confiance, ça marche pas. Tu peux pas dire à la personne, ça se ressent. Tu peux pas déléguer, ouais. Ça ne fonctionne pas. Ça attire pas même les gens si tu fais pas confiance. Donc moi, à un moment, j'ai complètement changé parce que je me suis raté dans des recrutements et je me suis dit, bon, mais il faut que je fasse confiance. Et c'est vrai que quand on fait confiance, en fait, on se rend compte que sur 10 personnes, il y en a peut-être 2 qui vont nous manquer de respect, qui ne vont pas en fait respecter la confiance qu'on leur donne, qu'on leur apporte. Et sur les 8 autres, c'est exceptionnel. C'est des personnes qui sont du coup libres, qui se sentent bien, tu vois, qui vont être force de proposition, qui vont se permettre d'évoluer à fond dans les meilleures conditions parce que tu leur fais confiance, parce que tu leur laisses une certaine liberté. Et tu vois, ça c'est un peu la vraie définition de l'autorité. Autorité, c'est, on pense que c'est être dur, être ferme, être truc. Mais la vraie autorité, c'est auctoritas en latin, qui veut dire élever vers, tu vois, élever les gens vers le haut, les pousser vers le haut, les pousser dans leur potentiel, tu vois, en croire en eux, les aider à croire en eux aussi. Ok. C'est comme ça que je fonctionne dans mon recrutement et du coup, ça fonctionne bien. Ok. Pour peut-être des entrepreneurs qui se posent la question de comment recruter. Alors, recruter à quel moment, stratégiquement, tel ou tel type de personne? Comment tu t'y es pris, toi? Est-ce que tu as fait ça au feeling? Est-ce que tu avais une stratégie bien définie derrière? Moi, au début, j'ai tout fait au feeling. J'avais aucune stratégie. La seule stratégie que j'avais, c'était pour moi, d'ailleurs, pour ma vie perso. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille aux gens. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont faire un plan stratégique pour leur entreprise avant de le faire pour eux-mêmes. Tu vois, moi, ça me paraît complètement fou. Avant de vouloir monter ton entreprise, pour la mener à bien, faut que tu te connaisses, faut que tu saches toi déjà ce que tu veux faire, où est-ce que t'es bon, où t'as de la valeur, de qui t'as besoin de qui t'as besoin de t'entourer pour réussir, enfin, tu vois. Donc moi, j'ai commencé par moi. Par contre, pour mes boîtes, je n'avais rien. Je me suis juste dit, maintenant, t'arrêtes de réfléchir et tu fonces dans le tas et tu casses toutes les portes qu'il y a devant toi et t'avances, et t'avances, et t'avances, mais comme un char qui s'arrête plus, quoi. C'était vraiment, je faisais que ça, quoi. Je travaillais 20 heures par jour, et en fait, ce que j'ai fait, c'est tout bête, mais j'avance, et quand il y a un problème qui vient devant moi, ben je trouve une solution pour le régler au moment où il est là, quoi. C'est-à-dire, un soir, je vois que j'ai un problème là, je passe la nuit à lire un livre sur ce sujet, et le lendemain, je règle le problème. Et j'ai fait ça, tu vois, petit à petit, je le fais encore comme ça, d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps, tu vois, d'anticiper, d'apprendre non, mais je fonce, tu vois, j'ai pas le temps, je suis dans un cycle, là, c'est hyper intense.
quand il y a un problème, je le règle immédiatement. Tu vois, je suis capable de travailler plus énormément pour régler ce problème immédiatement, et c'est ce que j'ai fait au début. Ok. Et tu dirais que c'est plutôt... donc là, de ce que tu nous en dis, c'est un tempérament de fonceur. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Est-ce que tu l'es devenu avec le temps parce que il fallait absolument que tu changes? Comment ça s'est passé? Non, moi je me suis complètement métamorphosé. C'est pour ça que quand des personnes me disent un humain peut pas changer, tu sais, on est ce qu'on est, et puis il y a des choses qu'on peut pas. Enfin, moi j'y crois pas du tout parce que moi j'ai complètement changé. C'est-à-dire que moi je préférais mourir que parler à des gens ou passer à la télé. Jamais j'aurais pensé y arriver, tu vois, ou parler devant 50, 100 personnes sur, tu vois, faire un discours, une conférence ou quoi. Moi je préférais mourir que faire ça. Alors que maintenant, je me régale à faire ça. J'ai affronté mes peurs et tu vois, j'y arrive. Et même, je suis devenu bon là-dedans. Donc, tu vois, et plein d'autres choses d'ailleurs. Hein. J'avais peur de tout. J'ai complètement changé. Même mon comportement a complètement changé. Je suis devenu totalement une autre personne. C'est-à-dire que je suis devenu la personne que je voulais être, tout simplement, quoi. J'ai décidé d'être cette personne, mais je le suis devenu. Et je pense que tout le monde peut y arriver. Ok, super inspirant. Si tu devais donner une ou plusieurs clés, peut-être 3 clés, si tu les as en tête, pour quelqu'un qui veut se lancer, qui a envie d'entreprendre, mais qui est soit dans sa routine, métro, boulot, dodo, qui est dans son petit CDI, ça ne lui plaît plus du tout, il a envie, mais il a peur que ça fonctionne pas, ou pour plutôt d'autres entrepreneurs qui se sont lancés, mais pour qui ça ne va pas assez vite. Par exemple, là, j'ai regardé un peu quelques données en chiffres. Donc l'année dernière, je pense que les données sont exactes. L'année dernière, il y a eu plus d'1 million d'auto-entrepreneurs. L'année d'avant également. Donc je pense que c'est surtout l'après-Covid qui fait ça. Le salaire médian, c'est à peine 300 €. Tu peux pas vivre de ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes justement qui ont envie de vivre de leur entreprise? Quelles clés t'aurais à leur donner? Moi, je leur dirais d'alimenter leur courage, de faire en sorte d'être plus courageux en affrontant les peurs, et de ce fait, ils vont apprendre à se connaître. Je pense que moi, c'est la base. Si t'as ça, le reste, ils l'ont déjà, parce que, en fait, tout le monde a les connaissances. On voit des vidéos partout, des conseils partout, des formations partout, il y en a de partout. Franchement, tout le monde peut avoir les compétences et les connaissances qu'il faut pour ouvrir une entreprise hyper facilement. Par contre, le courage qu'il faut, la détermination, tu vois, le fait d'affronter ses peurs et d'apprendre à se connaître, ça, c'est plus compliqué. Donc je pense que moi c'est ça, il faut qu'ils se concentrent sur le fait d'augmenter leur courage en affrontant les peurs, et du coup ils vont apprendre à se connaître, faire une analyse d'eux, tu vois, une introspection, écrire ce qui va pas chez eux. Tu vois, moi je me souviens pendant 2 mois, j'ai fait ça tous les soirs, tous les matins. C'est-à-dire que bon, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool, j'ai repris les sports. Tu vois, j'ai coupé le chauffe-eau chez moi, je me levais à l'eau gelée tous les matins, j'avais pas le choix, j'avais coupé le truc et tout. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça qui me faisaient peur. Le soir, j'allais courir à minuit, enfin, je dormais très peu, je travaillais beaucoup. Et en plus de ça, tous les soirs, je prenais une feuille, je la coupais en deux, je mettais un trait, et du côté gauche, je mettais tous mes points faibles, tout ce que j'aime pas chez moi. Je suis un bouffon, je suis pas assez courageux, je suis pas assez déter, je parle pas assez bien, faut que j'améliore aussi, faut que j'améliore ça, faut que je me mette à lire, faut truc. Et en face, je mettais ce qu'il fallait faire le lendemain pour y arriver. Et tu vois, tous les matins, je le relisais, et ma journée, elle changeait complètement, parce que le matin, je lisais vraiment ce qu'il fallait faire, et je le faisais. Tout simplement. Et là, en 2 mois, mais n'importe qui peut se métamorphoser s'il fait vraiment le travail. Ok, ça marche. Super, super inspirant. Tout à l'heure, et puis là, maintenant, tu viens de nous parler un peu du fait que tu as arrêté l'alcool, que tu as arrêté la drogue. S'il y a des personnes là dans l'auditoire qui se reconnaissent un peu en toi et qui se disent non, mais lui, il a réussi, mais moi, j'y arriverai pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Qu'ils croient en eux. Parce que moi aussi, je pensais ne pas pouvoir y arriver. On pense tous ça. C'est-à-dire que moi, en plus de ça, tous ceux avec qui je traînais, il y a personne qui est arrivé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est dommage pour eux, mais ils en sont tous capables. Autant que moi, parce que moi, j'étais le pire à l'époque quand j'étais dans ce milieu-là. J'étais le pire. C'est-à-dire vraiment, j'étais celui où on pensait jamais on aurait pensé que je puisse en sortir. Tu vois, j'étais chaque fois le pire. Et pourtant, j'y suis arrivé. Donc, je pense que n'importe qui peut y arriver. Il faut juste qu'ils croient en eux. Et surtout, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, c'est une vraie vérité. Et si vous n'avez pas des bonnes personnes autour de vous comme moi au départ, regardez des vidéos. C'est-à-dire que moi, mon entourage, c'était sur des vidéos. Non mais sérieux, c'est-à-dire qu'au début, je me suis enfermé chez moi pendant 4, 5, 6 mois. C'est comme si je traînais avec un moment Bernard Tapie, je faisais que le regarder, tu vois, David Goggins, des trucs comme... C'était eux mon entourage. Donc, il y a aucune excuse, tu vois, même si on n'a pas les gens autour de nous, tant pis, oubliez ça, allez pas essayer d'aller les chercher, trucs. Tant pis, regardez des vidéos, lisez des livres, c'est largement suffisant pour changer. Ok, super.
Donc voilà, la phrase, on est là à 5, la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Pour moi aussi, elle est vraie, clairement. Comment ça se fait, tu dirais, comment ça se fait que ça impacte autant, justement, d'être entouré de personnes positives, de personnes qui nous tirent vers le haut? Est-ce que toi, t'aurais peut-être une explication? Ouais, bah, je pense que c'est tout simplement, on voit des personnes du coup qui sont douées dans des domaines, tu vois, par exemple si t'as 5 personnes, t'as un sportif, t'en as un dans le business, t'en as un dans l'art, t'en as un dans le truc. Si t'as des personnes qui sont à fond dans ce qu'ils font, qui sont passionnées, qui sont heureuses et qui se battent tous les jours pour évoluer, forcément toi ça va te pousser parce que tu les observes tous les jours, ça devient ta vie en fait. T'es obligé de faire pareil parce que tu l'observes tous les jours et t'as plus tu sais même plus ce que c'est qu'être un flemmard ou que tu vas être une mauvaise personne parce que tu le vois plus. Donc ta vision de la vie change grâce à ces personnes, je pense. Ok, ça marche. Super inspirant. Je reviens sur la partie business, tes business. Ça marchait déjà plutôt bien, en tout cas de ce que tu en avais dit sur à la télé et sur les réseaux. On a vu les images au niveau des entreprises. Est-ce que il y a eu un avant-après passage télévisé? Où t'en es maintenant dans tes différents business? Ouais, bien sûr, la télé nous a donné un boost phénoménal. On a eu plus de 300 jardiniers paysagistes qui ont rejoint notre plateforme, plus de 400 demandes de devis, on a eu des milliers de messages. Moi, j'ai passé 2 jours complets, 2 nuits entières sans dormir à répondre aux messages parce que je voulais le faire personnellement, même si j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux, tu vois. C'était important de savoir ce que les gens avaient ressenti, avaient compris de ce que j'ai dit, tout ça. Donc c'est super. Moi, je voulais, de toute façon, moi, à la base, dans cette émission, je voulais passer un message. Je voulais donner de l'espoir. C'est aussi pour ça que je l'ai fait et que je me suis battu pour y être parce qu'au départ, on m'avait refusé dans cette émission. Ah bon? Ok. Et on a réussi à passer le message comme je voulais. En plus de ça, Anthony Bourbon a appuyé ça derrière de manière forte aussi, donc magnifique. Donc non, c'est super. C'est bien ce qu'on attendait. Ouais. Ok. Ouais, donc pour la petite explication, ça fait 3 ans que je postule, que je candidate dans cette émission, 3 ans qu'on refuse parce qu'en fait mon projet il est pas mainstream. C'est un peu, ça touche une élite, même si c'est faux parce que nous on est en train de changer un peu les choses, mais ils voulaient pas me prendre. Et la 3e année, donc cette année, j'ai trouvé le numéro d'une journaliste grâce à un partenaire. Ok. Qui lui avait une solution innovante, tout ça, donc il a été appelé, il m'a donné le numéro et une semaine avant le tournage, j'ai eu ce numéro, c'est-à-dire que les candidats avaient déjà été choisis depuis 2 mois, c'était déjà terminé, ils étaient déjà en train de s'entraîner, et j'ai appelé cette journaliste, donc au début elle m'a raccroché au nez, non c'est pas possible, on a déjà fini les candidatures, on a déjà démarré les trucs, machin. Je l'ai rappelé, j'ai réussi à la persuader en expliquant mon histoire, tout ça, enfin bref, j'ai essayé de l'accrocher, tu vois, j'ai persévéré, je lui ai fait comprendre que, tu vois, encore une fois, c'est croire en soi, parce que je l'ai appelé, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est simple, l'émission, elle a besoin de moi. Je lui ai dit ça, je lui ai dit l'émission a besoin de moi, je vais vous apporter quelque chose aussi. Je vous demande pas juste de me faire passer pour me faire plaisir, parce que moi aussi je vais vous apporter quelque chose, ça va plaire à l'autre gens, je veux passer un message, je veux si, ça va buzzer, truc. Tu vois, donc, une fois que tu lui as dit ça, bon, elle rigole, elle se fout de ta gueule, elle dit oui, mais elle t'écoute, tu vois, et derrière je lui explique. Donc, ce que j'ai fait, mon parcours, pourquoi ça me tenait vraiment à cœur de passer, tu vois, là, sans être prétentieux, c'était juste pour l'accrocher au départ, mais. Et ça fonctionne. Et ensuite, elle en a parlé à la coproductrice, qui elle non plus n'a pas voulu, donc j'ai forcé pour avoir un rendez-vous visio, et quand j'ai eu le rendez-vous visio, j'ai réussi à persuader la coproductrice, et ensuite on est passé, et au final, en fait, on est un des meilleurs passages, alors qu'au début, ils pensaient que ça allait pas marcher, et enfin, ils sont revenus faire un portrait, enfin, tu vois, juste tout ça pour dire que, en fait, il y a pas de chance, tu vois. Il y en a plein qui m'ont dit, t'as de la chance, mais quelle chance? On m'a dit non 20 fois, on m'a raccroché au nez, même. Enfin bref, il faut juste persévérer, tu vois. Si tu crois en toi et que toi, t'es confiant dans le fait que tu sais que tu vas leur apporter quelque chose, parce que c'est de la vente, pour que ça fonctionne, faut toujours que t'apportes quelque chose, autant que la personne t'apporte elle aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et si toi t'es foncièrement conscient que tu vas vraiment leur apporter quelque chose, les gens ils le ressentent et du coup ils te font passer. Donc c'est une sacrée belle leçon de vie là, effectivement. Donc en off, hein, j'étais pas du tout au courant justement tout ça. T'as provoqué effectivement ta chance, clairement. Et donc sur la partie business, tu disais que ça t'avait propulsé en termes de peut-être de chiffres. Est-ce que du coup tu vois une différence déjà ou pas avec le passage? Ouais, on a signé 200 000 euros de devis, mais nous c'est assez long parce que c'est sur du long terme. C'est pas de la vente de produits, tu sais, comme ça rapidement. Comme une Gaïa, c'est des abonnements, c'est donc 300 jardiniers qui nous ont rejoints, mais on a pratiquement tiré 0 valeur sur eux encore, tu vois, ça met un peu de temps. Et sur Coupas Jardin, on a signé 200 000 euros de devis, donc c'est quand même pas mal.
Mais c'est sur le long terme que ça va se voir. Là, on est à presque 2 millions d'euros, on va passer à 4-5 millions en 2024, je pense. 13 millions en 2025, 22 millions en 2026, j'espère même plus que ça. Donc de grandes choses vont arriver. On a même bientôt une émission normalement à la télé. Donc ça, on peut pas plus, je peux pas donner plus de détails, mais il y a vraiment de gros trucs qui arrivent. Ok, génial. Tout à l'heure, on parlait de personnes un peu rencontrées. Donc toi, c'est une personne qui t'a inspiré au départ dans le domaine du paysagisme. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Donc là, avec les passages à l'émission, t'as rencontré Anthony, qui t'a pris sous son aile. Est-ce que t'as rencontré d'autres personnes et comment ça évolue les relations avec Anthony, avec les autres? Bah écoute, moi pour l'instant c'est Qui veut être mon associé qui a eu surtout beaucoup d'impact. Après Anthony, bien sûr, il nous apporte des contacts qu'il faut. Quand je l'appelle, enfin voilà, pour l'instant on n'a pas eu trop de entre guillemets besoin de lui, mais en tout cas je sais qu'il est là et je sais surtout qu'il est super bon quoi. C'est vraiment si un jour j'ai un doute ou quoi, il va m'apporter son expérience. Enfin c'est super, donc je peux l'appeler, tu vois, il est là pour nous aider s'il le faut, donc c'est top. Et puis après nous on s'est bien entouré, c'est surtout que moi j'ai une équipe super, tu vois, vraiment des personnes exceptionnelles, c'est vraiment des combattants, ils sont super bons. On a un comité stratégique aussi avec des personnes influentes un peu de notre secteur. On a un militaire aussi qui fait partie de notre comité stratégique qui nous a aidé à déployer la grande stratégie du groupe, la stratégie Prométhée qu'il a créée aux côtés de John Warden III en Amérique. C'est la stratégie qui a permis en fait de remporter l'opération Tempête du désert à l'époque de la guerre du Golfe. Donc c'est un truc vraiment très fort, et la personne qui est avec nous en fait c'est le seul à détenir le brevet de cette stratégie en France, donc on l'a déployé. Donc tu vois, c'est important de s'entourer, même si en réalité si je m'étais pas entouré de personnes comme Anthony ou comme les personnes qui sont dans mon comité stratégique, j'en serais au même niveau aujourd'hui. Par contre maintenant pour aller plus loin, j'ai besoin, tu vois, de ces personnes qui ont plus d'expérience pour aller vraiment encore plus haut, plus vite, plus loin. Donc c'est trop important. Et l'équipe en interne, elle par contre est essentielle dès le départ. Ouais, complètement. Ok. Concernant l'émission, donc tu dis que t'as peu de temps, enfin apparemment pour te préparer. Passage télévisé, ça fait peur, ça met la pression. Tu sais que tu vas être visionné par plein de monde, des millions de personnes. Comment tu te prépares? Comment tu gères ton stress? Parce que j'imagine qu'il est bel et bien présent. Comment tu fais? Bah écoute, moi c'est ce que j'avais dit à la journaliste au départ. Elle me dit mais Fabio, t'as une semaine, tu vas pas être prêt. Je dis ça fait 3 ans que je suis prêt, ça fait 5 ans que je suis prêt. Je suis prêt à toute éventualité, tu vois, c'est ce que j'aime dire, je l'ai dit plusieurs fois à la télé. Je suis prêt à toute éventualité. Tu vois, moi dans ma jeunesse, j'ai pas agi à des moments où j'aurais dû agir. Je m'en souviens, même si j'étais jeune, j'avais 7 ans, tu vois, sur des problèmes graves. Ça m'est resté en tête. Et depuis, tu vois, j'ai la responsabilité. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai une vie de merde, une jeunesse de merde. Parce que, tu vois, j'ai cette responsabilité de me dire, moi, je dois être le mec qui est là quand c'est dur, quand c'est galère, quand il y a des problèmes, je dois être prêt à les régler, tu vois. Et je suis prêt, du coup, à toute éventualité. Donc, en vrai, l'émission, j'y étais prêt, même si j'ai pas eu le temps de bien me préparer. Je savais que j'allais y arriver. Et puis en plus, moi, plus c'est dur, plus c'est compliqué, plus je suis bon. Souvent, tu vois, je sais pas, des fois, faire un discours devant 10 personnes, je vais me rater parce que je stresse, alors que la télé ou devant 100 personnes, je vais y arriver, tu vois, c'est étrange, mais c'est comme ça. Et puis j'ai une capacité à me conditionner, tu vois, me mettre dans un état où, en fait, je suis dans ma bulle et je suis trop déter, tu vois, vraiment, j'ai cette capacité à me conditionner, tu vois, j'écoute du rap que j'écoutais à l'époque quand j'avais besoin, tu vois, d'utiliser vraiment du courage, mais du vrai courage, des trucs vraiment durs. La télé à côté, mais c'est du pur plaisir, tu vois, donc en fait, quand je me rappelle de ces trucs où vraiment c'était compliqué, il fallait du vrai courage, je passe à la télé, c'est un plaisir, tu vois, enfin, c'est facile. C'est pour ça que tous ceux qui ont des galères, tous ceux qui ont eu des trucs difficiles ou n'importe quel truc, hein, parce qu'en fait, tout le monde en a des passages difficiles de leur vie. Utilisez-le pour devenir plus fort dans le futur. Ok, ça marche. Quelques secondes avant d'entrer sur le plateau, comment tu te sens? T'es déjà conditionné? T'es déjà plus là et ultra focus? Ou justement tu ressens ton cœur qui palpite? Mais en fait, moi j'ai été déconditionné. Ils m'ont enlevé de ma bulle qui va être mon associé, les journalistes, parce qu'en fait ils te parlent, ils te disent souris. Moi j'étais trop déter. En fait, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais rentré, j'aurais eu les sourcils froncés tout le long, j'aurais parlé trop déterminé, j'aurais même pas réussi à vendre mon truc parce que c'est même pas agréable de voir ça. Heureusement qu'ils m'ont un peu matrixé avant, du coup je suis arrivé en souriant, tout ça. Parce que c'est vrai que moi quand je me conditionne, je repense à ma vie d'avant et en fait ma vie a été tellement compliquée. J'étais vraiment, tu vois, moi avant j'étais toujours
regard noir, tu vois, j'étais énervé contre tout le monde. Les gens me disaient, mais t'as envie de tuer quelqu'un ou quoi? En fait, tu vois, j'étais tout le temps énervé. Et du coup, quand je me rappelle de ça, forcément, j'ai plus peur de rien. C'est-à-dire, mais rien va me faire peur, rien ne va me déstabiliser. Par contre, je souris plus, quoi, tu vois. Donc, là, j'ai eu le mix des deux. Okay. Grâce aux journalistes de Qui va être mon associé qui m'ont mis dans un bon état, mais à la fois, j'étais aussi déter, donc ça a bien fonctionné. Ouais, ça réussit plutôt bien, effectivement. Ok. Ça marche. Très bien. Sur la partie gestion du stress, peut-être au quotidien, comment tu gères ton stress, peut-être avec tes équipes? J'imagine qu'il y a beaucoup de soucis à gérer, beaucoup de pression. Comment tu gères tout ça? Écoute, moi, le stress, je le gère super bien. J'ai même des personnes de mon équipe qui stressent beaucoup plus que moi et je leur dis, putain, les gars, appuyez-vous sur moi, j'absorbe tout, moi, c'est pas grave. Vraiment, c'est sérieux, le stress, j'en ai pas, j'ai pas beaucoup de pression. Que dans des événements où c'est des trucs où je suis pas à l'aise, comme je t'ai dit, avec du public, tout ça, là, il y a toujours du stress parce que c'est humain, tu vois. Mais sur le reste, même des fois quand on a des soucis financiers, quand on n'arrive pas à payer les gars, je stresse pas parce qu'en fait, je sais que je vais trouver la solution. Tu vois, je me dis, stresser, ça sert à quoi? Juste, je passe à l'action, j'y vais, je fonce, je trouve des solutions. Tu vois, moi, à un moment, quand j'ai démarré, quand j'avais début 2023 4-5 personnes, parce qu'on est passé à début 2023 à 4-5 à 50 environ maintenant, tu vois, donc okay. C'est allé très vite. Ouais. Mais au démarrage, j'en avais 4-5 à payer. Des fois, je me retrouvais sur le compte bancaire de ma société à moins 15 000 € et le lendemain, je devais les payer. Ah et en fait, tu vois, je dormais pas, du coup, je trouvais des solutions, j'essayais de noter, je me faisais une petite stratégie pour aller vendre, du coup, des projets paysagers à des hôtels, des trucs, je m'écrivais, je prenais un magazine, je faisais un truc au propre pour une présentation de l'entreprise et le lendemain, je passais ma journée à aller taper aux portes, à vendre des projets et je rentrais le soir avec 40 000 € d'acompte, tu vois, le truc. Dire le matin, je vendais, je proposais nos services à des hôtels ou à des trucs comme ça. L'après-midi, je leur faisais des devis. Et le soir, je récupérais les acomptes. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais même des tactiques, des arguments pour faire en sorte de leur faire comprendre que c'était urgent. Sinon, ils allaient rater un peu le coche, tu vois. Ils étaient obligés de nous verser l'acompte le soir même. Et tu vois, en fait, ça, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire, normalement, personne n'arrive à le gérer. Ça fait très peu. C'est d'aller récupérer des acomptes comme ça en urgence du jour au lendemain pour un jardin, des personnes que tu connais pas, truc. Alors que j'avais aucune notoriété, j'avais pas 19 ou 20 ans, tu vois, j'étais pas trop crédible. Okay. Mais pourtant, ça fonctionnait parce que moi, j'y croyais que je ne stressais pas. Je me disais, je vais y arriver. De toute façon, j'ai vécu pire, donc. Et t'en faisais beaucoup des hôtels. Tu démarchais beaucoup quand même pour trouver ou je creuse pour savoir si vraiment tu devais faire preuve de persévérance là encore à ce moment-là ou t'appelais quelques hôtels, t'appelais 5 à 10 hôtels et puis t'avais au moins 1 ou 2 devis. Non, mais c'était pire que de la persévérance. Moi, j'étais jeune, aucune crédibilité, rien. Donc, en fait, hyper compliqué. C'est-à-dire que moi, au début, quand je me suis lancé, j'ai échoué tous mes rendez-vous, en fait. Donc après, j'ai appris la vente, j'ai essayé d'apprendre à me vendre, je m'habillais en costume pour paraître plus vieux, j'ai essayé d'augmenter mon intonation, même mon faciès, tu vois, de faire en sorte que je paraisse plus vieux pour que les gens aient confiance en moi. Et en fait, quand j'arrivais, j'avais 32 ans. D'ailleurs, tu vois, j'ai une anecdote. Un jour, j'ai un gros client qui m'appelle, directeur d'une grande boîte, enfin un truc assez costaud. J'avais 18 ans pour refaire un grand jardin, tu vois. Donc, moi, je me mets... Là, par contre, j'ai stressé à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est une erreur. S'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, je vais leur expliquer pourquoi c'est une erreur de croire que quand on est jeune, on n'est pas crédible et on n'a pas la légitimité. C'est faux. Parce que moi, je travaillais depuis 5 ans déjà, même si j'avais 18 ans. Donc, en fait, je savais très bien ce que je faisais. J'étais déjà assez bon. J'avais l'expérience. J'étais capable de créer ce jardin. Donc là, je me retrouve à aller au rendez-vous, tu vois, donc je m'habille bien, je me dis, bon, il faut que je passe pour un mec de 35 ans, il faut que je fasse croire que ça fait 20 ans que truc, sans mentir, tu vois, c'est juste une impression que je devais lui faire. Ça fonctionne, le mec, il est emballé, il est à fond, il me dit, ouais, c'est super, j'ai confiance, truc, on y va, faites-moi le devis, truc, machin. Et à la fin, question horrible pour moi, il me demande mon âge. Donc là, par contre, je me mets en panique, tu vois, je suis là, je me dis, oh putain, ça y est, ben, tout va s'écrouler. Tout ce que j'ai construit, tu vois, ça va s'écrouler. Et en fait, je lui donne mon âge. Effet inverse. C'est-à-dire que il me dit, au contraire, c'est super, impressionnant. J'ai encore plus envie de travailler avec vous parce que c'est top de voir un jeune qui a autant envie, qui truc, machin. Donc, tu vois, en fait, okay. C'est fou, mais il faut arrêter de croire que on n'est pas crédible, tu vois, parce que c'est faux. Si on y croit vraiment, si nous, au fond, on sait de manière authentique qu'on est bon et que en fait on a les clés pour y arriver, les mecs ils vont le ressentir en face et ça va fonctionner. Ok, hyper inspirant. Ouais, c'est une pensée limitante quelque part de penser qu'on est trop jeune, trop vieux. Effectivement, c'est beaucoup de choses. Enfin, c'est beaucoup d'objections qui me reviennent souvent en prépa mentale. On me dit mais maintenant, moi j'ai 40 ans, je peux plus faire ça ou
Ou au contraire, à l'inverse, moi plus rarement, je suis trop jeune pour me lancer dans, j'ai pas assez d'expérience, etc. Et alors, notre conseil, pour ceux qui pensent ça, justement, qui sont pas crédibles, ils se sentent pas bien, ils se sentent pas à l'aise, etc., ils ont un peu le syndrome de l'imposteur, ben, tant mieux. Ça va vous pousser à apprendre plus de choses, à être plus curieux, à devenir encore meilleur parce que vous avez pas le choix et parce que vous vous sentez pas à l'aise. Donc faites en sorte de devenir à l'aise. Moi, c'est ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que je passais ma soirée avant ce rendez-vous, par exemple, j'ai appris toutes les lignes de la présentation de mon entreprise par cœur, tous les trucs, j'ai sorti des arguments, je me suis truc. Tu vois, j'ai fait venir même un sous-traitant avec moi qui avait d'autres capacités, des trucs. En fait, tu trouves des solutions. Vu que tu penses ne pas être assez compétent, mais tu trouves d'autres solutions, donc c'est super. Au lieu de décourager et de se dire j'y arrive pas, du coup j'abandonne. Non, dis-toi que je vais aller encore plus loin, je vais me pousser à travailler plus, à apprendre plus, et ça fonctionnera. Trop bien. Trop bien. Comment tu te projettes là sur les années futures, pas dans tes entreprises, tu nous en as déjà parlé. Quels sont tes projets futurs en 2024? Ok. Nous, on veut moderniser, revaloriser le monde du paysage. On veut en devenir les représentants. On veut devenir les leaders en France dans le monde du paysage pour vraiment changer les choses et le revaloriser, parce qu'en fait, tous les jeunes qui sont comme moi au départ sont dans le déni quand ils vont dans ce métier. Et nous, on veut le rendre à la mode. On veut que les jeunes qui aillent dans ce métier soient satisfaits, contents, fiers d'y aller parce que c'est un beau métier. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc pour ça, on va faire fusionner Coming Gaia et Coupe Passe Jardin pour créer la franchise la plus accessible en France, pour aider tous les jardiniers paysagistes à se développer dans les meilleures conditions, parce qu'en réalité, ils ont tous les compétences techniques, la passion du métier, mais il leur manque souvent les compétences entrepreneuriales et l'aspect gestion d'une entreprise. Et nous, c'est ce qu'on va leur apporter. On va leur donner nos process, nos procédures, nos méthodes, nos stratégies, notre image de marque, notre notoriété, la preuve qu'on y est arrivé. Tu vois, la tête de réseau fonctionne, la preuve. Moi, je suis parti avec 100 € dans un métier artisanal qui n'est pas scalable, et je suis passé à plus d'1 million en 2 ans tout seul, enfin presque tout seul. Donc on leur montre que c'est possible, parce que tu vois, en France, il y a 60 000 entreprises du paysage, 75% de ces entrepreneurs sont des entrepreneurs individuels, et la moitié ferment leurs portes au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème à régler, on le voit. Donc nous, c'est ça que on veut faire pour l'instant, et après pourquoi pas se lancer à l'international. Enfin vraiment, on veut devenir les représentants de ce métier. Ok. Donc là, tu vas être hyper focus sur le développement de ce projet. T'en as d'autres? T'as des projets annexes un peu Moi, j'ai un restaurant, je suis un peu dans l'immobilier, j'investis un peu dans des startups, mais c'est tu vois, c'est des trucs qui me prennent 0% de mon temps presque. C'est vraiment à côté. Là où je mets vraiment du focus, c'est la communication, parce qu'on veut devenir représentant, et pour ça, on a besoin d'avoir une présence médiatique, tout ça. C'est pour ça qu'on met en place une émission, on trouve les bons contacts, on va faire un truc assez gros. Et après, c'est Coupe Passe Jardin, on va racheter des boîtes pour créer plusieurs agences dans la région PACA, des agences interconnectées qui vont nous permettre en fait d'avoir une communication plus fluide et une entraide entre ces agences, qui nous permet d'avoir en fait des prix plus compétitifs, d'être plus réactifs pour nos clients. Et un peu notre promesse chez Coupe Passe Jardin, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour chaque chantier, chaque création de jardin. Avec une personne, on est capable de faire le chantier en intégralité, avec des ferronniers, des électriciens, des piscinistes, des terrassiers, vraiment tout, des élagueurs. Donc ça permet aux gens, en fait, aux clients, de ne pas s'embêter à aller chercher plusieurs corps de métiers différents, d'avoir une coordination inefficace. Voilà. Et avec Coming Gaia, on a 600 jardiniers paysagistes partout en France. Okay. On souhaite en avoir 1000, 2000, 3000. On va bientôt, j'espère, avoir un partenariat avec l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, pour toucher encore plus de monde. Et toutes ces personnes, en fait, qui rejoignent notre réseau chez Coming Gaia vont sûrement par la suite rejoindre notre franchise. Tu vois, donc en fait, tout est lié. C'est vraiment, chaque truc s'apporte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer rapidement. Trop bien. Super, super projet. Et donc là, c'est plutôt sur la partie, business, pro. Sur la partie personnelle, comment t'envisages là le futur, peut-être 2024 et puis les années après? Mais sur la partie perso, c'est la même chose que le pro, parce que moi c'est pareil, j'ai pas de vie perso, quoi. Vraiment, j'ai pas de copine, j'en veux pas. Désolé les filles. Voilà, tant pis. Je me focus trop sur le travail et je suis solitaire, donc j'avance comme ça, c'est comme ça que je suis bon. Et encore une fois, j'ai la responsabilité d'y arriver, tu vois. Donc moi tu vois, j'aime bien donner l'exemple des 300. Tu connais le film Les Spartiates, ouais. Les 300. Ok, ben nous c'est pareil dans mon équipe. C'est-à-dire c'est la même chose. T'as 300 personnes qui abandonnent leur famille, qui se sacrifient pour aller faire ce que personne n'aurait jamais osé faire. Et donc ils y vont, tu vois. Et puis au final ils meurent. Bon, nous on n'est pas à ce point, on va pas mourir pour notre projet, mais en tout cas on se sacrifie un peu pour y arriver. Mais à la fin, Léonidas, le roi des Spartes, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous de nous. Rappelez-vous de nous, tu vois. Et ce rappelez-vous de nous, cette phrase,
a permis à des milliers de guerriers, en gros, de réussir à aller détruire les Perses, tu vois, les adversaires. Et ça a inspiré des milliers de personnes, tu vois. Ben nous, c'est un peu la même chose qu'on veut faire. C'est-à-dire, on veut faire ce que personne n'a encore jamais fait en France dans le monde du paysage, pour montrer forcément que tout est possible, et pour inspirer les gens avec l'impact que l'on aura eu, quoi. Okay. C'est ce qui nous plaît vraiment. Et moi, ça, c'est mon truc perso, tu vois. Voilà, il y a que ça qui me plaît. Je suis animé que par ça, je suis obsédé par ça, et c'est pour ça que je vais y arriver d'ailleurs. Ok. Il y a rien qui me stoppe. Tu continues un peu le sport. Tu disais que t'étais sportif. On voit que t'as une carrure quand même. T'es quand même bien gaulé. Tu continues quand même de t'entraîner à côté? Ouais, j'en fais un petit peu. Ouais, j'en fais un petit peu. J'essaye de faire. Parce que j'y arrive plus trop, mais je fais un peu de boxe. D'accord. Je fais un peu de boxe, au moins 2-3 fois par semaine, et ça me permet de me maintenir en forme et de me sentir bien, parce que même si en vrai si je suis mon emploi du temps, j'ai pas le temps de faire du sport, tu vois, mais le problème c'est qu'après tu te sens pas bien mentalement, c'est trop important. Enfin moi, c'est aussi grâce au sport que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Moi à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais un malade de sport, mais j'étais un malade, c'est-à-dire que vu que je me sentais pas bien, je mettais toute mon énergie là-dedans, tu vois. Entre 7 et 9 ans, je faisais déjà de la muscu, de la course à pied à fond. Okay. Ensuite, j'ai fait de la boxe, j'ai fait plein de sports différents. Tu vois, à 15 ans, j'étais super bon en course à pied, parce que tous les jours j'allais courir, tu vois, ça a évacué toute ma haine. J'avais vraiment la rage, je faisais que courir du coup. Et à 15 ans, d'ailleurs, j'ai participé à une course où en fait il fallait avoir 20 ans pour s'inscrire, il fallait payer. Donc moi j'y vais sans dossard, sans truc, parce que j'avais pas l'âge et que j'ai pas payé. Donc je rentre dans le truc et au final je gagne en fait la catégorie des 20-25 ans, et je suis passé sur un podium. J'ai d'ailleurs encore le truc du journal, je passais dans le journal avec ils m'ont offert un truc et tout, enfin bref. Donc tu vois, j'étais gros sportif. Okay. Et d'ailleurs avant je voulais devenir sportif professionnel, tu vois, c'était un peu mon but, mais au tu voulais faire quoi comme sport? Je savais pas. Pareil, tu vois, j'avais pas de passion, tu vois, j'ai jamais trouvé je faisais un peu de tout, je savais pas, j'ai fait de la boxe, du hand, du tennis, il y avait pas un truc qui me plaisait plus que les autres, et c'est pour ça qu'après je me suis dit non mais c'est l'entrepreneuriat. Ok, ça marche. Ouais, tu disais que le sport, tu penses que c'est assez important pour un entrepreneur, justement, pour se sentir bien? C'est super important. Tu sais ce que j'ai fait moi après le tournage de Qui veut être mon associé? 2 jours après, je dormais pas depuis 2 jours, parce que forcément, par contre, Qui veut être mon associé, c'est quand même assez stressant pour le coup. Ouais. Pour une personne comme moi, c'est quand même assez stressant, parce que je voulais y arriver. Donc tu dors pas beaucoup, tu t'entraînes. En plus j'avais pas le temps de m'entraîner, donc forcément les 2 jours avant ça a été un peu laborieux. Et 2 jours après le tournage, je suis allé dans un camp d'entraînement en Ardèche avec 30 personnes. C'est vraiment des fous furieux. Bon, j'adore les fous de toute façon moi, parce que je suis fou je pense. Et en fait on a passé 2 jours à s'endormir, en mangeant très peu, on s'est baigné dans de l'eau glacée, on a fait du sport sans s'arrêter. Et moi j'ai fait ça alors que ça faisait je crois 6 mois que j'avais pas fait de sport. Et juste après Qui va être mon associé, normalement après avoir réussi ta presta, tu vas faire la fête avec tes équipes, tu vas faire... Non, moi je suis direct parti en Ardèche, me mettre dans la merde, tu vois, avec des chaussures trouées, à courir dans la montagne, à porter des sacs, en faisant 20 km à pied, en faisant on a fait 10 000 jumping jacks. C'est un truc de... T'as envie de pleurer, t'as envie de rentrer chez toi tellement c'est compliqué, mais tu vois, moi c'est ça qui me plaît. Et donc le sport, tu vois, ça te permet de te forger ce mental et de te montrer qu'en fait il y a aucune limite. Et que le business c'est facile, parce que quand tu fais du sport intense et c'est dur physiquement, tu te dis bon quand je dois gérer des trucs, c'est facile quoi. Ok, hyper inspirant. Effectivement, c'est aussi l'approche que j'ai avec les personnes que je peux accompagner, que je vais conseiller en gainage. Je dis que ça apprend à encaisser l'inconfort, et qu'après effectivement, peu importe le domaine dans lequel on se lance, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile. Effectivement, ouais. Je partage ton avis. Ouais. J'aime bien donner un exemple, c'est ça représente un peu mon parcours. Un jour on m'a dit mais est-ce que si à 15 ans quelqu'un t'aurait enlevé tous ces trucs, la drogue, l'alcool, le truc, est-ce que t'aurais aimé quand on te l'enlève, et t'aurais aimé avoir une autre trajectoire? Maintenant non. À l'époque, si on me dit quelqu'un peut t'enlever tout ça, genre je rêve qu'on me l'enlève, tu vois, vraiment, parce que je me sentais pas bien, j'étais en dépression et tout, moi c'était vraiment chaud, ouais, je me rendais pas compte à l'époque, mais c'est un peu l'image d'un truc, en gros t'es là, t'es devant un lac glacé, et tu dois traverser le lac glacé pour atteindre un objectif, ou atteindre, je sais pas, la personne que tu veux être, par exemple. Donc t'as le choix, ou quelqu'un te l'enlève, ou t'es obligé de passer. Et si t'es obligé, ben oui, ça va être dur, t'as pas envie, tu rêves que quelqu'un te l'enlève, mais une fois que t'es passé, tu vois, t'as traversé cette émotion difficile, où tu te dis est-ce que je vais y arriver, t'as froid, c'est compliqué, c'est dur, tu vois, il faut persévérer, tu continues, tu y vas, tu traverses le truc et tu y arrives. Une fois que t'es arrivé, mais qu'est-ce que t'es content que personne te l'ait enlevé?
Parce que là, t'es fier de te dire que oui, tu as vécu cette expérience, oui, tu as connu ce que c'était ces émotions compliquées et cette difficulté, et maintenant tu vas pouvoir t'en servir, le raconter aux gens, t'en servir quand t'as une épreuve compliquée. Ben moi, c'est un peu pareil, tu vois, mon parcours, c'est une chance de l'avoir vécu, comme traverser ce lac, tu vois. Donc le sport, c'est un peu la même chose. T'as pas envie de le faire au début, tu vas dire à quelqu'un, fais 10 minutes de gainage, t'en fais 5 heures, je crois que tu m'as dit tout à l'heure. 5 heures de gainage. Déjà, tu dis à quelqu'un, fais 10 minutes de gainage, le mec, il va devenir fou, il va pas y croire. Donc il va pas vouloir le faire, il a envie que tu lui dises non mais laisse tomber, on verra plus tard. Mais s'il le fait, derrière il va être content que tu l'aies forcé à le faire, tu vois, donc c'est un peu la même chose. Okay. Ouais, c'est ça. Ça forge l'esprit. C'est un merveilleux malheur quelque part. C'est ça. Ouais, ok. Super inspirant. Est-ce que tu as peut-être des conseils encore à donner, peut-être, encore une fois, je reviens sur les entrepreneurs qui n'y arrivent pas, peut-être des choses qui te viendraient là en tête? Bah, je pense qu'il faut qu'ils soient clairs dans leur vision, parce que s'ils ont une vision claire, ils vont être capables de fédérer. Moi, je pense que c'est trop important de fédérer. D'ailleurs, moi, c'est un peu ma grande force. T'es tellement clair dans ce que tu veux faire. T'es tellement à fond dedans. T'es tellement obsédé par ce que tu fais que, en fait, les gens le ressentent. Moi, la dernière fois, on m'a demandé quel est ton processus de recrutement. Parce qu'en fait, nous, on recrute super bien. On est une très grosse équipe. Et tu as vu, j'ai recruté 40 personnes en un an, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. En fait, j'ai pas de process. La seule chose, c'est d'être authentique, franc, et d'être clair dans ma vision. Et en fait, je fais comprendre aux gens qu'on est vraiment en train de réaliser quelque chose de grand. On est en train de faire, c'est un combat qu'on est en train de mener. Et là, les personnes ont envie de te rejoindre. Donc, moi, je dirais aux gens d'être clair là-dessus. Parce que ça leur permettra d'emporter des personnes vraiment compétentes, d'ailleurs plus fortes qu'eux, comme moi, j'ai des personnes bien meilleures que moi dans mes équipes, pour atteindre leur objectif. Ok, super inspirant. Merci beaucoup. Est-ce que t'as peut-être quelque chose à rajouter pour l'audience? Ouais, ben encore je le répète parce que c'est trop important, mais apprenez à vous connaître, quoi. D'être conscient de soi. Tu vois, passer du temps à réfléchir. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que pendant des années et des années, en fait, sans m'en rendre compte parce que je vivais mal, je réfléchissais tous les jours à mes agissements, à ce que j'ai fait mal. Pourquoi cette personne a mal répondu? C'est ma faute. Je remettais toujours la faute sur moi. Donc, se remettre en question, tu vois, c'est essentiel, et faire ce travail d'introspection pour apprendre à se connaître, parce que derrière, si tu te connais vraiment bien, pour moi, il y a rien qui peut t'arrêter. C'est-à-dire qu'après, c'est bon, c'est le plus gros conseil que je pourrais donner, c'est ça. Le reste, comment manager, comment être un leader, comment recruter, comment créer des process, comment monter une boîte, comment apprendre un sujet, ils le apprendront facilement. Par contre, apprendre à se connaître, plus compliqué, donc mettez-vous un gros focus là-dessus dès le départ, allez voir des psys s'il faut, allez, enfin, tu vois, moi c'est ce que j'ai fait aussi, même si je l'ai pas fait quand j'en avais besoin, je l'ai fait quand je m'étais réparé, tu vois, mais d'accord, j'ai quand même vu des psys à un moment, tu vois, en une semaine, j'ai vu 5 psys différentes, okay. Pendant 2 mois, je voyais 5 psys pour en choisir une à la fin, celle que je préférais, tu vois. Encore une fois, c'est à l'extrême, tu vois, mais ouais. Ça m'a permis encore d'apprendre à me connaître encore plus, même si je me connaissais déjà. Donc en fait, il y en a jamais assez, c'est un travail, tu vois, perpétuel. Donc c'est ce que je conseille. Et pourquoi t'allais voir des psys après, entre guillemets, que tu considérais que tu étais, entre guillemets, réparé? En fait, quand tu te sens, d'ailleurs, moi, la plus grande chance que j'ai eue, je pense à ça, là, c'est que j'ai compris qui j'étais vraiment, et j'ai surtout accepté le fait d'être qui je suis. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment pas normal, quoi. C'est vraiment, je pense que je suis un peu fou et tout, mais c'est ma force. C'est vraiment une chance maintenant, tu vois. Mais je pense sincèrement que je suis vraiment pas normal, tu vois. Donc, mais c'est vraiment une bonne chose et j'ai su l'accepter, donc ça, c'est essentiel. Et excuse-moi, j'ai perdu ta question. C'était pourquoi tu vas voir justement, t'as été voir des psys et pourquoi plusieurs psys. Voilà, je me souviens pourquoi je te disais ça. Donc, ouais. Et quand tu te sens pas bien, quand tu te sens normal, comme je te disais, un peu fou, là, t'as pas envie d'aller voir un psy parce que tu te dis, ça va être pire, j'ai honte. Okay. Vraiment, je vais sombrer encore plus parce que, donc, tu essaies de dire non, mais je suis normal, donc je vais pas en voir, que j'en ai pas besoin. Et c'est quand tu te dis que t'en as pas besoin que t'en as vraiment besoin. Bon, bref. Et quand j'en ai eu plus besoin, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'y vais, tu vois. Et tout simplement parce que je suis curieux, j'ai envie de comprendre la psychologie, j'ai envie de savoir jusqu'où ça va. En fait, même la sensation que ça fait d'être devant une psy, de parler de trucs, tu vois, j'ai envie de connaître. D'ailleurs, moi j'ai toujours su que moi, la meilleure manière d'apprendre pour moi, c'est de vivre les trucs. C'est pas de les lire, même si je lis, même si je regarde des vidéos, j'ai besoin de le vivre vraiment, tu vois, de manière authentique. Et c'est ce que j'ai fait avec les psys, ça m'a pas aidé en vrai, mais ça m'a permis d'apprendre encore plus à me connaître, d'aller en profondeur et de me rassurer dans certains aspects de ma vie qui me servent aujourd'hui. Ok. Et tu recommanderais d'aller voir un psy justement pour quelqu'un lambda entre guillemets? Ah mais moi je pense que tout le monde devrait aller voir un psy. Ok.
À part s'ils sont capables de faire le travail tout seul, mais une psy, de toute façon, elle est payée pour t'écouter, pour rien dire. Donc en fait, tu peux tout lui dire. Moi, ma psy, elle doit me prendre pour un malade mental parce que je lui dis tout. Donc, elle se dit, oula, ce mec, il est complètement fou. Mais tant pis, tu vois, tu t'en fous parce que elle est tenue au secret professionnel. Tu la payes pour ça, elle t'écoute. Donc tu peux te lâcher, tu peux dire des choses que tu dis pas aux autres, tu vois. Donc moi, je pense que c'est essentiel, mais pour tout le monde, même ceux qui ont pas de problème, pas de trucs à régler. Tout le monde devrait aller voir une psy, quoi. C'est vraiment bon. Et en plus, il faut bien se dire que c'est pas elle qui t'aide, hein. Parce qu'il y en a pas, ouais, mais une psy, ça va pas m'aider. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas la psy qui t'aide, c'est toi. Juste, tu te permets d'aller parler à quelqu'un et de dire les choses, de te remettre en question, de te poser des questions pendant cette séance. Parce que c'est dur, tu vois. Chez soi, se regarder dans un miroir et se poser des questions, se remettre en question, c'est pas facile. Du coup, facile-toi la tâche, paye, comme ça tu te sens obligé de le faire et t'as une personne en plus qui t'écoute, donc t'as pas le choix. Ça aide. Ok. Super. Bah écoutez, hein, merci à toi, merci Fabio. Avec plaisir. Merci d'être venu encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis peut-être à très vite. Peut-être qu'on fera une nouvelle interview de Fabio d'ici fin 2024, début 2025. Avec plaisir. Et je vous remercie d'avoir regardé. Merci encore Fabio. Merci Silem.